de la prise de parole facile. Bonjour, bonjour. Nous allons démarrer dans quelques secondes. Restez bien accrochés, ceux qui sont déjà là. Vous pouvez me mettre un petit coucou dans le chat. Nous allons démarrer à 13 heures pile en heure de Paris. Donc, on va attendre encore quelques secondes, le temps que tous les participants puissent se raccrocher. Coucou. Merci pour le petit mot dans le chat. C'est comme ça qu'on va communiquer pendant tout ce webinaire. Donc, allez-y, voilà, vous pouvez chauffer les doigts et vous entraîner à mettre un petit bonjour de bienvenue. Voilà, voilà, quelques secondes encore avant qu'il ne soit 13 heures pile. Voilà, il est 13 heures et nous allons démarrer donc ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile avec l'intitulé d'aujourd'hui. Comment convaincre, donc un webinaire plutôt à destination des dirigeants, des personnes qui ont des responsabilités et qui sont donc en situation de prise de parole un peu compliquée parfois, donc avec ce sujet de comment convaincre. Donc je suis Sophie Baker, je suis coach, consultante et formatrice en prise de parole. Et donc, j'interviens avec une approche de la prise de parole sur la construction des contenus, puisque dans le temps d'avant, j'étais journaliste. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment utiliser les mots et comment faire pour se faire comprendre. Donc, j'ai une approche différente d'un comédien, par exemple, qui va travailler, lui, avec le registre non-verbal, mais qu'on va voir aussi ensemble. Et puis, à la différence aussi de toutes les approches psychologiques. Donc, moi, c'est vraiment sur la construction des contenus et sur ce qu'on appelle le verbal. Donc, je vais vous donner dans ce webinaire, je vais vous donner des tuyaux ou même des outils. Et puis, on va aussi s'occuper de vous. Et donc, nous allons pouvoir échanger avec le chat, comme je le disais à ceux qui étaient déjà accrochés tout à l'heure. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à interagir avec moi par le chat. Je vais embarquer le sujet de comment convaincre à l'oral, en prise de parole. Je vais l'embarquer évidemment en grand angle, c'est-à-dire pour que le maximum d'entre vous puissiez repartir avec déjà des outils et une bonne compréhension du sujet. Si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien dans le bandeau du haut de votre écran, vous avez un bandeau vert qui dit « Prendre rendez-vous ». Ça, c'est pour tous ceux d'entre vous qui auraient des besoins spécifiques, qui auraient besoin ou envie d'échanger sur leur situation particulière. Voilà comment ça va se passer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un petit oui, un petit non dans le chat. Allez-y, servez-vous-en. Oui, non. OK. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas trop, mais oui, OK. Alors, j'ai une première question pour vous. Avez-vous déjà identifié ce qui vous empêche d'être convaincant? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit dans votre entourage professionnel? Est-ce que c'est vous qui vous sentez à certains moments fragile, ému, ou bien en manque de mots, ou bien en ayant le sentiment de ne pas suffisamment connaître votre sujet? Est-ce que vous avez ce genre de symptômes les uns les autres? Allez-y là aussi dans le chat. Alors oui, mais oui à quoi? Oui, l'émotion. Oui, le manque de mots. OK, très bien, intéressant ça, le manque de mots. Mais est-ce que ce manque de mots est lié, par exemple, à un problème de langue? Parce que, par exemple, vous intervenez en anglais alors que vous êtes avec la langue française de naissance? Ou bien est-ce que c'est un manque de mots parce que vous connaissez mal le sujet? Ou est-ce que tout simplement vous êtes vraiment en manque de mots, c'est-à-dire que les mots ne vous viennent pas? Et ça, c'est parfois aussi avec l'émotion qui monte. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un espèce de brouillard et de parfois être empêché alors que par ailleurs on a un cerveau qui fonctionne correctement. Alors la voix qui tremble, ah c'est bien, on rentre dans le vif du sujet. Le manque d'estime de soi, waouh, c'est fort ce que vous dites là. Alors moi je suis pas psy, hein, donc là-dessus moi je peux pas grand-chose sur le manque d'estime de soi. Mais effectivement, la peur d'être jugé va être davantage dans mon scope. C'est-à-dire qu'en prise de parole, eh bien, on a le regard des autres sur soi.
Et c'est souvent ça qui nous empêche. Et en fait, quand on est empêché, eh bien, on a le sentiment, à tort ou à raison d'ailleurs, de ne pas être convaincant. Donc, le regard des autres, oui, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui caractérise la prise de parole. J'aime bien rajouter la prise de parole en public. Hein, quand on est dans l'échange, quand on est dans l'interaction, quand on est dans le feu d'un dialogue, eh bien, là, on a moins ce sentiment d'avoir le regard des autres sur soi. Et la prise de parole, elle est compliquée de manière générale dans toutes ces situations dans lesquelles on a le sentiment d'être seul face aux autres et donc d'avoir le regard des autres sur soi. Alors, je vais continuer d'avancer sur ce sujet, sur le diagnostic. Est-ce que, selon vous, être hésitant est synonyme de pas convaincant? Oui, on a le besoin de validation, on a le manque de légitimité, absolument. Je prends les éléments dans le chat au fur et à mesure. Mais je vous ramène à ce qui nous occupe là. Est-ce que être hésitant est, selon vous, synonyme de pas convaincant? Autrement dit, est-ce que vous vous sentez, vous aussi, hésitant parfois? On a évoqué le manque de mots, on a évoqué le trac, on a évoqué le fait de ne pas se sentir légitime, le fait d'hésiter. Alors, j'attrape le chat à mesure qu'il déroule, hein, parce que je ne peux pas faire un arrêt sur image. Là, vous êtes bientôt une centaine et normalement, on va arriver à 200. Donc, je ne peux pas m'arrêter sur chacun d'entre vous. Mais, alors là, il y a quelque chose qui m'intéresse sur le pas totalement. Être hésitant est synonyme de pas convaincant. Eh bien, pas totalement. Parce que j'ai envie de vous glisser à l'oreille. Je vais revenir vers vous un petit peu plein cadre. J'ai envie de glisser à l'oreille le fait que on peut être hésitant et malgré tout être convaincant. Et on va voir ensemble hein, comment convaincre et qu'est-ce que c'est que cette notion de convaincre. On peut hésiter, chercher un mot, faire une pause et pourtant être convaincant. Et puis, on peut être pas du tout hésitant, c'est-à-dire d'avoir un débit, on a l'habitude de dire, dans mon jargon, on a l'habitude de dire, voilà, c'est un débit de mitraillette, quoi, c'est-à-dire que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, avoir zéro hésitation et puis, cependant, ne pas être convaincant du tout. Donc, en fait, souvent, c'est un symptôme et j'aime bien effectivement ce que je vois dans le chat là, c'est pas totalement synonyme, hein, le fait d'être hésitant avec convaincant. Et c'est vrai en partie, je suis d'accord avec cette manière de dire les choses, c'est vrai en partie, mais ce n'est qu'un symptôme. Et derrière ce sujet d'être convaincant, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, j'ai une troisième question à vous poser, qui est, est-ce que vous pouvez identifier une prochaine situation de prise de parole dans laquelle il va vous falloir être convaincant? Pourquoi je vous pose la question ainsi? Parce que quand on est dans certaines situations de prise de parole, on va bénéficier d'un capital sympathie. Par exemple, c'est souvent le cas de personnes qui vont travailler. Alors, un entretien d'embauche, oui, c'est une bonne situation dans laquelle il va falloir être convaincant. Je reviens sur l'idée de capital sympathie. Quand vous êtes en situation d'avoir du capital sympathie sur votre tête, vous avez moins d'urgence d'être convaincant. Hein, il y a moins d'enjeux. Et comme cette dimension de convaincant, eh bien, c'est difficile à acquérir, il va falloir s'entraîner, il va falloir acquérir des nouveaux outils. Eh bien, ma proposition, elle est de considérer est-ce que vous êtes vraiment motivé ou pas motivé? Est-ce qu'il y a une vraie urgence pour vous ou pas? Pitch devant de potentiels investisseurs. Alors oui, là, il va falloir être convaincant parce que derrière, eh bien, c'est votre modèle économique qui est en jeu. Donc, schématiquement, il y a deux situations. Les gens vous connaissent, ils vous apprécient, vous bénéficiez du capital sympathie, alors vous n'avez pas réellement besoin d'être convaincant. En revanche, vous êtes avec des publics externes, hein, ce qu'on appelle des publics externes en communication, vous êtes avec des personnes qui ne vous connaissent pas, vous êtes par exemple dans une entreprise, vous devez parler devant le comité de direction ou devant une assemblée générale d'actionnaires par exemple, ou bien parfois, alors ça c'est des publics semi-internes, c'est-à-dire qu'ils sont dans votre entreprise, mais ils ne sont pas votre entourage habituel et parfois ils ne vous connaissent pas ou très peu.
ou bien vous avez aussi besoin de vous exprimer face à des publics externes, par exemple à des associations de riverains, à des associations d'usagers, à une association par exemple, mobilisée sur l'environnement, sur l'écologie. Donc, autant de situations qui se multiplient dans l'entreprise et qui sont bien sûr le propre de tous ceux qui ne sont pas dans l'entreprise, parce qu'il faut aller défendre un projet, aller chercher des prospects, aller chercher des clients. Et effectivement, entretien d'embauche, vous l'avez déjà cité, mais il y a d'autres situations. Donc, dans toutes ces situations, invité à animer une conférence auprès d'adhérents d'une association sur un sujet que je maîtrise, et non pas que je méprise, que je maîtrise. Mais effectivement, vous avez là des gens qui vous attendent un peu au tournant. Et c'est dans toutes ces situations dans lesquelles il convient d'être convaincant. Alors, comment moi je travaille? J'ai commencé par vous dire que vient avec une boîte à outils de journaliste, c'est-à-dire sur la construction du message. Donc, j'ai construit d'abord, en fait, en tant que journaliste, j'ai observé cette histoire d'être convaincant, d'être convaincu et convaincant. Est-ce que moi, quand j'interviewais les personnes que j'interviewais, donc des responsables politiques, des dirigeants d'entreprise, des représentants d'associations, d'organisations non gouvernementales, est-ce qu'ils étaient convaincants ou pas? Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait que dans leurs propos, ils l'étaient ou ils n'étaient pas. Et donc, j'ai identifié différentes modalités de construction d'un récit qui faisaient que il l'était ou il ne l'était pas, quoi. Avant même d'être convaincu soi-même. Alors, pour convaincre, il faut être convaincu. Oui, mais cette réponse, cette proposition, elle est que moyennement emballante, parce que parfois on peut être convaincu qu'en partie. Parfois, on est obligé, en tant que salarié d'une entreprise, de porter la bonne parole sans être soi-même convaincu à 100%. Donc, en fait, oui et non. Et je continue de partager avec vous cette réflexion sur comment construire, comment avoir un propos convaincant. Et alors, il y a une première chose qui m'est apparue, et là, on va commencer à, euh, à rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous donner des cas types, hein, je vais vous donner des exemples de personnes que j'accompagne et qui font que eh bien, je me rends compte que c'est vraiment important. La première considération, c'est de tenir compte du problème de l'auditoire. Habituellement, donc on est déjà dans les clés d'amélioration, vous voyez là sur ce webinaire, tenir compte du problème de l'auditoire, c'est davantage que tenir compte de l'auditoire. Tenir compte du problème de l'auditoire, c'est avec quoi il vient dans cette réunion-là, écouter quelque chose qui va tenir compte de son problème et donc de répondre à son problème, de répondre à son interrogation. En fait, je me suis rendu compte que très souvent, on avait des propos très, très génériques. Et je prends notamment l'exemple des prises de parole avec des slides. Les slides, on ne les touche pas, hein, éventuellement on en rajoute, mais finalement on a toujours le même propos. Et donc on a une avalanche de slides et finalement on ne se demande pas, on ne se demande plus euh, qu'est-ce que l'auditoire vient chercher. Et plus vous allez tenir compte du problème de l'auditoire, plus vous allez pouvoir caler votre prise de parole en face de ce problème, plus vous allez avoir des chances de convaincre. Je vais vous proposer maintenant qu'on est à peu près tous ici, je vais vous proposer ma définition de qu'est-ce que c'est qu'être convaincant. Être convaincant, c'est obtenir l'adhésion. Donc pour moi, c'est vraiment convaincre, convaincre, c'est obtenir l'adhésion. C'est obtenir ce que moi, l'orateur, je suis venu chercher auprès de mon auditoire. Et donc, si on part de ce principe-là, eh bien, la première chose pour augmenter mes chances d'obtenir cette adhésion, eh bien, c'est de tenir compte du problème de l'auditoire. Alors, je vais citer un exemple qui n'est pas tout à fait dans le champ professionnel, mais c'est pour bien vous donner des clés pour bien comprendre voilà, ce que je suis en train de vous proposer. Imaginons que vous vouliez convaincre votre famille, vos amis, à, par exemple, aller en Espagne cet été, alors que d'habitude, vous allez en Italie. Donc déjà, on va voir que le mot Espagne est un mot très valise,
parce que chacun a une idée de ce que c'est que l'Espagne. Hein, pour certains, l'Espagne, c'est la mer, pour d'autres, c'est les boîtes de nuit, pour d'autres, c'est un musée, pour d'autres, c'est de la randonnée. Donc, voilà, tenir compte du problème de l'auditoire, c'est s'être rendu compte en amont que mes interlocuteurs, en fait, ils ont un problème avec la chaleur. Et donc, à partir du moment où je me rends compte que mon auditoire, il a ce problème-là, eh bien, je vais pouvoir tourner mon propos de manière à rassurer, convaincre sur le fait que ce problème de chaleur, il est pris en compte. Est-ce que vous me suivez sur cette dimension très importante de tenir compte du problème de l'auditoire? Je dis ça parce que je travaille encore avec des gens qui me disent, alors je les coach, hein, ils sont là pour gagner en impact et en force de conviction, mais ils me disent, mais si mon auditoire écoutait mieux, il me comprendrait mieux. Hein, donc on a tendance à ne pas suffisamment être à l'écoute. Je suis d'accord avec ce qui est mis dans le chat là. On a tendance à être en fait refermé sur soi-même et à ne pas tenir compte suffisamment de ce que l'auditoire est venu chercher. Et il faut être très modeste par rapport à ça et très humble. C'est-à-dire qu'on est tous enfermés dans sa représentation du monde. Et d'ailleurs, l'autre clé d'amélioration que je vais vous proposer, elle rejoint ce premier point qui est de sortir de sa représentation du monde à soi et de tenir compte du fait que les autres, ils arrivent avec quelque chose. Et donc tenir compte, non pas seulement, j'insiste, de l'auditoire, mais tenir compte problème avec lequel l'auditoire arrive dans cette réunion, eh bien, c'est quelque chose qui vous fera mieux mettre la focale narrative quelque part. Hein, c'est vraiment être plus en réponse, en vis-à-vis de ce qui est attendu. Alors, c'est une forme d'empathie, mais merci pour ce message dans le chat. Pour moi, c'est autre chose que l'empathie. L'empathie, on va être aussi plutôt dans le registre psychologique, on va dire. Bien sûr qu'il en faut de l'empathie, mais tenir compte du problème de l'auditoire, c'est caler ma prise de parole, mon récit, en face du problème. Hein. C'est faire en sorte que les deux se rencontrent. Alors que l'empathie, ça va être quelque chose de plus global, de mon point de vue, bien sûr. Et donc, une bonne qualité d'écoute, mais une qualité d'écoute en amont de la prise de parole, en amont de la construction. Dès que j'ai dit que je voulais les convaincre d'aller en Espagne, pour reprendre cet exemple. Alors, le deuxième point, c'est mettre des images pour rendre la projection possible. Alors là, vous vous dites tous, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pourquoi elle veut mettre des images? Qu'est-ce que c'est que ces images pour rendre la projection possible? Alors, je vais revenir sur mon exemple d'Espagne. Quand je dis le mot Espagne, comme je le disais, chacun va se projeter à sa manière sur qu'est-ce que ça représente l'Espagne. Pour certains, il faut encore la mer, pour d'autres les boîtes de nuit, pour le troisième des randonnées des montagnes, pour le quatrième l'Andalousie, pour le cinquième les musées. Et donc en fait, il n'y a pas de projection possible parce que ce mot est un mot valise, comme beaucoup de mots en fait. C'est-à-dire que c'est un mot qui regroupe tout. Et dans ma tête, Espagne, ça veut dire quelque chose. Mais si on considère qu'effectivement on sort de soi, eh bien, considérez qu'il faut que je mette plus d'images et donc plus de concret pour rendre la projection possible. Et comme on est parti du principe que l'auditoire avait un problème qui était celui de la chaleur, eh bien, mettre des images pour rendre la projection possible, c'est mettre dans son récit que, par exemple, nous allons tenir compte du mode de vie espagnol qui ralentit pendant les heures les plus chaudes et que nous allons profiter des soirées tardives pour échapper à la chaleur et donc profiter de la douceur de la météo. Je vais pouvoir dire aussi que nous allons visiter des musées, puisque d'ailleurs ça tombe bien, je me suis rendu compte que mon auditoire aimait bien les musées. Et donc dans les musées, c'est climatisé, c'est frais. Et donc je vais mettre des images au sens où je vais mettre du très concret sur comment nous allons passer ces vacances en Espagne et comment nous allons contourner ou gérer ce problème de la chaleur qui est le problème de l'auditoire. Donc mettre des images, c'est mettre du très concret et rendre la projection possible. Ma proposition, elle est de considérer que vous serez convaincant quand vos interlocuteurs vont pouvoir se projeter sur le comment ça va être, comment ça va se passer,
comment nous allons faire. Hein, c'est une dimension très concrète du récit, très pragmatique. Alors quelqu'un a mis une image vaut 1000 mots. Alors il y a l'image au sens formel du terme, on va dire, hein, mais il y a aussi ce que les mots produisent comme image mentale dans la tête de vos interlocuteurs. Et plus vous serez concret, plus vous susciterez des images en mode comment nous allons faire, qu'est-ce que nous allons faire, comment nous allons faire, comment nous allons gérer la situation, eh bien, plus vous serez convaincant. Et vous voyez que quand je dis comment vous allez gérer la situation, eh bien, je suis déjà là, non plus avec l'exemple de l'Espagne, mais avec un exemple de cas concret dans l'entreprise. Je vais y venir. J'ai une troisième clé d'amélioration à vous suggérer, c'est de commencer l'entraînement. C'est-à-dire que si vous faites comme vous faites d'habitude, vous n'obtiendrez pas davantage de résultats. Donc, pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait du changement. Comme le disait un de mes coachs à moi, quand j'ai changé de métier et que de journaliste, je suis devenue donc coach, conseil, formatrice en prise de parole, il m'a dit, il n'y a pas de changement sans changement. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire autrement et de vous entraîner et aussi d'observer comment font les autres. On en reparlera un petit peu plus loin. Mais en tout cas, il y a vraiment ces 3 clés d'amélioration que je vous recommande déjà à ce niveau-là de notre webinaire. Donc, tenir compte du problème de l'auditoire pour mettre le récit en vis-à-vis et puis avoir un discours très concret pour produire des images mentales et pour pouvoir donc mettre ce processus de projection intellectuelle voilà, dans la tête de votre auditoire. Je m'entraîne souvent seule devant le miroir, j'ai un bon débit, j'arrive à préparer mes réunions, mais ensuite, le jour J, c'est énormément moins naturel. Alors, David, déjà, d'abord, merci pour ce partage dans le chat. Ensuite, bravo de vous entraîner à voix haute. Moi, j'ai envie de vous dire que le miroir n'est pas utile, même si on va parler du non-verbal dans un instant. Le miroir n'est pas utile parce que dans le miroir, vous vous regardez, alors que ce qui est beaucoup plus formateur encore, et prenez-le vraiment comme une clé là aussi supplémentaire que je vous donne, enregistrez-vous, utilisez l'enregistreur vocal de votre smartphone et réécoutez-vous, réécoutez vos mots. Ça sera plus utile de se réécouter que de se regarder, même si bien sûr il y a cette dimension d'impact non verbal sur laquelle je vais maintenant arriver. Donc, pas d'autre chose dans le chat, pas d'autres commentaires. Vous êtes bien sage aujourd'hui, je trouve. Alors, si on retourne donc si on retourne sur les slides, je vous dirais, alors l'art de l'éloquence, je rebondis, l'art de l'éloquence. Alors, pour moi, la prise de parole, c'est le contraire de l'éloquence. C'est-à-dire que l'éloquence, c'est fait pour faire joli. Et moi, je prétends que la prise de parole, c'est fait pour être efficace. Et donc là, il y a une grosse différence entre éloquence et prise de parole pour moi. Même si évidemment, il y a des passerelles entre les deux. Mais franchement, dans l'entreprise, on ne vous demande pas de faire joli, on vous demande de faire efficace et pour vous, qu'à la fin de votre prise de parole, eh bien, vous ayez le go, vous ayez la signature, vous soyez reparti parce que vous avez été convaincant avec ce que vous étiez venu chercher. Ne jamais apprendre par cœur, bravo, c'est effectivement ça. On peut pas, la question, c'est pas d'apprendre par cœur, mais c'est d'apprendre une mécanique pour faire en sorte que les arguments vous viennent facilement. Alors, cette mécanique narrative, j'ai commencé à vous en dire un mot, elle est répertoriée dans la méthode du losange, qui est cette méthode de construction d'un propos qui vient de tout ce que j'ai identifié quand j'étais journaliste et que je regardais et observais les autres dans leur capacité à être impactants, convaincants ou pas. Et donc, j'ai répertorié des outils dont j'ai commencé à vous en donner certains, hein, donc notamment la dimension très concrète du récit pour produire des images mentales, donc des verbes d'action conjugués à la première personne, pour continuer aussi des phrases très courtes, hein, pour être en dynamique narrative. Et puis là, vous voyez aussi la couverture de l'un des 2 livres que j'ai écrits sur la prise de parole. Alors là, il est question d'une prise de parole impactante, mais pour moi, ça revient au même dans cette dimension d'impact, d'être convaincant.
Euh, donc, je continue pour dire que dans cette méthode du losange, donc, j'apporte des éléments de construction narrative, donc avec cette dimension très concrète, verbe d'action, conjugué à la première personne, comment nous allons faire, qu'est-ce que je mets en place, comment nous allons nous organiser, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que j'analyse. Donc là, voilà, là, je vous donne déjà des clés hein, d'application de cette dimension très concrète du récit. Et puis, il y a aussi une dimension de structure narrative, c'est-à-dire de commencer par le plus important. Par notre culture, on a l'habitude de commencer par le moins important et d'avoir une construction en entonnoir qui va du moins intéressant au plus intéressant. Ça, c'est notre dimension cartésienne, très collée à la langue française, mais pas que. Donc, la structure narrative, ça consiste à se dire, OK, je commence par le plus intéressant pour mon auditoire, et ça reboucle sur ce que je disais, sur cette considération qu'on doit avoir pour l'auditoire collé à son problème, être en vis-à-vis des questions qu'il se pose, hein, voilà, de réponses voilà, des réponses aux problématiques. Alors, le non-verbal. Le non-verbal, en fait, ce dont je me suis rendu compte en travaillant donc sur cette dimension très concrète du récit, c'est que le non-verbal, il est attaché à notre cerveau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Déjà, est-ce que vous connaissez les différentes dimensions du non-verbal? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes du registre du non-verbal, du body language in English? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns des éléments qui constituent le registre d'expression du non-verbal? Est-ce que vous pouvez mettre des mots dans le chat? Alors, croiser les bras, ouais. Les yeux, le visage, les mains, la posture, la gestuelle. Ah, très bien, le chat se réveille. Ok, super, je suis contente. Oui, on va avoir déjà la dimension visuelle, c'est-à-dire tout ce que l'auditoire va comprendre avec ses yeux, hein, le visuel. Donc, on va avoir la posture, la gestuelle, le regard, les mimiques, hein, l'expression faciale, le sourire, le dress code. Et puis, on a certains tics, certains tocs d'ailleurs, hein, de se frotter les mains, de se gratter la tête, de passer la main dans les cheveux. Autant de gestes qui vont être perçus comme étant convaincants ou pas convaincants. Être en mouvement, ouais, c'est très important. Donc ça, c'est le registre visuel. Et puis en face, on a aussi le registre vocal, c'est-à-dire tout ce qui est perçu par les oreilles. Le vocal, c'est aussi ce qu'on appelle le paraverbal. Et donc, on va avoir le débit de voix, les inflexions, les intonations, les pauses, voilà, tout ce registre d'expression vocale. Et donc, si on additionne le visuel et le vocal, oui, on a la tonalité de la voix, les intonations, les inflexions, la tonalité. Ben, si on additionne 55% d'impact pour le visuel et 38% d'impact pour le vocal, on a un ratio d'impact, donc de force de conviction, hein, impact, de 93 contre 7% pour le verbal. Mais attention, 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 c'est mon propos, mon intention, mes mots qui guident mon non-verbal. Autrement dit, quand mon propos il est très concret, quand je suis assurée de mon propos, parce que je sais où je vais, parce que je ne suis pas perdue dans un espèce de brouillard, de nuage, mais que je sais exactement ce que je veux amener comme argument, eh bien, je vais être dans ma tête, ça sera clair, et mon corps va refléter cette dimension d'assurance et de clarté. Quand c'est le brouillard là-haut, mon corps en témoigne. Quand c'est clair là-haut dans ma tête, eh bien, mon corps témoigne et me donne assurance et donc force de conviction, puisque, évidemment, un corps incertain va être moins convaincant qu'un corps qui transmet une assurance dans son propos, dans la structuration du propos. Vous voyez, en fait, c'est une boucle de rétroaction. Hein, c'est une boucle de rétroaction verbale, non verbale, sachant que l'auditoire, lui, il est plus perceptif au non verbal, alors que nous, avec la méthode du losange en tout cas, moi je le travaille dans la construction du propos et dans cette dimension, j'insiste parce que c'est vraiment la clé de tout, me semble-t-il, en tout cas de mon approche, c'est vraiment cette dimension très concrète du récit.
Alors, pour continuer et pour vous donner un exemple, avant de passer sur vous et vos besoins, je peux vous citer le cas, par exemple, je vais revenir plutôt plein écran parce que je trouve que c'est plus sympathique pour tout le monde. Je vais vous citer le cas d'une personne que j'accompagne en ce moment, ou que j'ai accompagnée en fait il y a quelques temps. C'était le patron d'une structure régionale du bâtiment. Et il répondait à un appel d'offres pour la rénovation d'une tour d'immeuble dans une ville de Bretagne. Et il y avait donc les trois principaux groupes du bâtiment français que vous pouvez identifier si vous connaissez un petit peu. Et son projet, il était 20% plus cher que les deux concurrents. Et il était très anxieux d'emporter ce marché parce que c'était très important pour lui dans cette région de Bretagne. C'était très important pour lui personnellement aussi parce que voilà, il était depuis récemment arrivé dans cette entreprise. Il souhaitait ardemment y rester. Et donc, c'était très, très important pour lui de pouvoir remporter cet appel d'offres. Mais il y avait 20% de budget en plus. Et donc, on a construit ensemble son récit pour mettre du concret sur ces 20% de plus. Qu'est-ce qui faisait que c'était 20% de plus? Comment il y avait le choix des matériaux? Comment allait se faire le choix de la main-d'œuvre également? Comment, avec ce matériau-là, l'immeuble allait se dégrader moins rapidement qu'avec d'autres types de matériaux? Comment il pouvait le prouver, étude à l'appui? Et donc, on a construit son récit avec des arguments extrêmement concrets, factuels, explicites, qui répondait aux problèmes de son client, de son interlocuteur, qui était pourquoi ça coûte 20% plus cher. Et donc, on a pu mettre du très concret sur ces 20%, à quoi ils correspondaient, comment ils allaient être utilisés, comment ça allait être un bénéfice pour le client final, et il a remporté l'appel d'offres. Et c'est vraiment une performance parce que 20% de plus par les temps qui courent, c'est quand même une petite performance. Et en construisant son argumentaire, on a revisité tout son déroulé de slides qu'il avait en fait, avant que j'arrive pour travailler avec lui, son déroulé de slides était à peu près le même sur le premier passage en appel d'offres et pour la soutenance finale. Et évidemment, il fallait mettre des coups de projecteur, il fallait mettre plus en visibilité certains aspects pour répondre aux problèmes du client. Donc, on a revisité toute sa présentation avec slides. On a remonté les slides de la fin vers le début parce qu'il s'est rendu compte que les plus importants étaient à la fin. Et donc, on les a remontés au début. On a reconstruit tout son argumentaire. Et en reconstruisant son argumentaire, on a fait des séances de travail face caméra. Donc là, on rejoint le miroir de tout à l'heure, sauf que là, c'est face caméra. Et donc, on a débriefé les vidéos et il s'est rendu compte que, en fait, tout son body language, toute son expression non verbale était beaucoup plus assurée, beaucoup plus convaincante. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple d'un accompagnement. Et j'insiste en fait sur cette dimension d'urgence, d'enjeu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas réellement d'enjeu pour vous, eh bien, vous pouvez vous débrouiller avec le capital sympathie. Mais quand il y a un enjeu, quand il y a une urgence, il y a vraiment cette dimension de rentrer dans un propos très factuel. C'est exactement ça. C'est des arguments factuels, concrets, explicites, pour que la personne, elle voit comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer et qu'elle voit les bénéfices qu'elle va en retirer. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment avec ça que moi je travaille et ça marche bien. Pour vous donner un exemple d'un parcours habituel, je me suis rendu compte qu'il fallait 4 séances pour que ces éléments deviennent réflexes. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans du concret, on a l'habitude d'être très conceptuel, d'être très incantatoire. Vision à court et moyen long terme avec un engagement réciproque pour collaborer en partenariat main dans la main. Oui, je ne sais pas exactement c'est quoi votre question, mais en tout cas, oui, ça permet effectivement de voir comment on va travailler ensemble. Ça permet de mieux se comprendre, de sortir de la zone d'interprétation. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'histoire de l'Espagne? En fait, Espagne, c'est interprétatif. C'est-à-dire que chacun interprète à sa manière, avec sa culture, ce qu'on dit derrière des vacances en Espagne. Quand ça devient plus concret, ça permet d'enlever la zone d'interprétation
et d'amener à la zone de projection possible. Voilà comment ça fonctionne. Alors, pour revenir sur les slides, vous, en quoi je peux vous aider? Quelle est la question que vous voulez vous poser? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire après ce webinaire? Alors, il y a une première chose que déjà je vous recommande, et puis j'attends voilà, j'attends les interactions avec le chat. Déjà, identifiez votre situation. Est-ce que vous pouvez profiter de votre capital sympathie tout le temps, à 50% du temps, à 30% du temps, ou bien à 5% seulement du temps, c'est-à-dire que votre capital sympathie, c'est des gens qui vous connaissent, qui vous apprécient, qui connaissent vos compétences, qui sont dans votre écosystème et qui, même si vous vous plantez, même si vous n'êtes pas très concret, même si votre body language n'est pas au top, ils vous font crédit. Ils vous font crédit parce que capital sympathie. Vision des enjeux comprenant les urgences et les anticipations. Pardon si je n'ai pas été assez précise, mais je ne vois toujours pas quelle est votre question, Sarah. Mais je suis d'accord je suis d'accord avec tout ça. Et ça m'amène, alors j'interprète votre élément du chat, mais ça amène à la communication de crise. À chaque fois que vous êtes en situation d'avoir une communication de crise, eh bien, vous ne bénéficiez plus du tout du capital sympathie parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous remet en question, soit personnellement, soit collectivement dans le management, par exemple. Et bien sûr, si vous êtes dirigeant au sens formel du terme dans une grosse structure, eh bien, a fortiori dans cette situation. Donc, identifiez bien quel est votre pourcentage de situations de prise de parole dans lesquelles vous bénéficiez du capital sympathie en toute ou partie, et puis après, faites-vous votre propre idée dans votre propre situation. Pour ceux qui sont là dans le chat, capital sympathie à 100%, à 50%, à 30%. Allez-y, je vous attends dans le chat. Non? Oui? Non? Bon, le chat ne bouge pas. En tout cas, je ne le vois pas. 100% capital sympathie. Alors, pas besoin de vous coltiner ce que je vous propose. 5%, 40%, 50%, 5% parce que nouveau. Mais oui, vous êtes nouveau dans l'entreprise, il n'y a pas de capital sympathie. Vos prises de parole doivent être hyper concluantes, convaincantes. 90%. Alors ça va, vous pouvez encore en réchapper. 50%. N'oubliez pas que la plupart du temps dans l'entreprise aujourd'hui, le monde du travail il bouge hein, et que vous êtes appelé de plus en plus souvent dans des situations dans lesquelles vous ne bénéficiez pas du capital sympathie et notamment, j'insiste, en communication de crise, mais je ne veux pas vous faire peur. Ensuite, appliquez les 3 clés proposées ici. Donc, identifiez bien le problème de votre interlocuteur, de votre auditoire en amont. Et je vous recommande même de conjuguer cette histoire de problème au singulier. C'est-à-dire que plus vous allez être au clair sur ce qu'ils viennent chercher ce jour-là, dans cette réunion-là, à cette heure-là de la journée, eh bien, plus vous allez pouvoir mettre votre récit en vis-à-vis. Cette histoire de récit en vis-à-vis, ça me paraît être quelque chose de très important. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais très souvent, on a des propos qui sont extrêmement larges, extrêmement ouverts, c'est extrêmement embrouillé. On nous parle de tout un tas de trucs à la fois. Et en fait, on se demande finalement avec quoi repartir parce que le propos a été extrêmement dilué, dispersé. Vous savez, c'est les gens qui digressent. Est-ce que vous connaissez des gens qui digressent? Est-ce que vous-même vous digressez? Jamais? Tout le temps? Perception biaisée de son capital. Oui, très intéressant comme réflexion. On peut avoir une perception biaisée de son capital, croire que tout le monde est raccord et en fait, il y a toujours un rebelle dans la salle. Très bonne réflexion. J'ai oublié quelle était la question, partir du postulat que les gens sont là pour vous écouter et qu'ils ne sont pas menaçants. Oui, alors pas menaçants, mais hostiles ou simplement pas tout à fait raccord. Et il y a des situations dans lesquelles c'est un petit peu plus compliqué. Mais Karim, vous nous avez dit que vous n'aviez que, je crois, très peu de situations dans lesquelles vous n'êtes pas avec le capital sympathie. Est-ce que la prise de parole ne suppose pas au préalable de s'assurer du capital sympathie avant la prise de parole? Oui, vous avez raison que ça fait partie des questions à vous poser en amont. Est-ce que les personnes que j'ai en face de moi, elles me connaissent? Est-ce qu'elles me connaissent toutes? Est-ce qu'elles me connaissent toutes très bien? Ou est-ce qu'il y a quelques dissidents, quelques rebelles? Hein, effectivement, c'est connaître son auditoire. Après, attention, il y a des situations dans lesquelles on ne connaît pas son auditoire.
Il y a des situations dans lesquelles, par exemple, si vous êtes un manager de moyennement positionné dans un organigramme en -1, -2, -3 par rapport au big boss, bah, le big boss, il a entendu parler de vous, mais peut-être qu'il ne vous connaît pas au sens, il ne connaît pas exactement quel est votre champ de compétences, dans quoi vous excellez, dans quoi vous êtes moins bon. Et puis aujourd'hui, le monde du travail, il est beaucoup plus changeant aussi. Les gens restent beaucoup moins longtemps dans l'entreprise. Donc soit c'est vous qui avez bougé, soit c'est eux qui ont bougé. Hein, au CODIR, au COMEX. Donc, cette histoire de capital sympathie, c'est effectivement quelque chose sur lequel il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de méditation à faire et très souvent, je me rends compte dans les accompagnements que je fais que, au final, eh bien, les gens ne prennent pas le temps, les personnes qui prennent la parole ne prennent pas le temps de se demander: «Mais mon auditoire, il vient chercher quoi? Et comment je peux mettre mon récit en vis-à-vis?» Ah oui, ma question, c'était: «Est-ce que vous vous dispersez?» Moi aussi, je saute un peu du coq à l'âne, mais parce que j'essaye de répondre à votre chat. Donc, voilà, la dispersion, c'est un effet qui est très courant à un orateur qui va se disperser, qui va ouvrir un champ large, alors qu'on n'est pas du tout venu pour tout ça. On est venu juste pour avoir la réponse à ce petit morceau-là. Donc, voilà, on est trop souvent dispersé ou conceptuel ou implicite parce qu'on est coincé dans sa tête. Avoir un fil conducteur, oui, alors moi je parle d'une colonne vertébrale narrative, c'est-à-dire un seul message principal. Si vous, voilà, si on explore mieux le sujet de ce qui est contenu dans la méthode du losange, il s'agit aussi de passer d'un schéma narratif habituel en 3 points à un schéma narratif avec un seul message principal, une seule colonne vertébrale, hein, qui donne l'intention, qui répond à la question du pourquoi faire. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus conceptuel et j'ai besoin d'un peu plus de temps pour expliquer ça. Ce qui est vraiment le premier levier, la première chose avec laquelle je vous recommande de repartir de ce webinaire, c'est cette dimension très factuelle, très concrète du récit. Résolument. Et puis, que faire après ce webinaire? Moi, j'ai une troisième proposition à vous faire, c'est de sortir de l'isolement. Alors, sortir de l'isolement, c'est de plein de manières différentes. Déjà, c'est se rendre compte qu'il y a un tabou sur la difficulté à la prise de parole et que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être partagé, qui mérite d'en parler. Alors, d'en parler en interne dans l'entreprise quand c'est possible, à un responsable de formation, à un responsable RH, mais d'en parler aussi, d'aller chercher un coach pour vous aider. Il y en a plein, hein, je ne suis pas la seule. Enfin, franchement, vous tapez coach en prise de parole sur Internet, alors vous trouvez vraiment voilà, une proposition très très large. Donc, quand je dis ça, je ne pense pas forcément à moi, je pense à vous, qui est de sortir de l'isolement, de croire que vous êtes le seul à avoir des difficultés à la prise de parole. Il y a un vrai tabou. Moi, je coach des personnes qui me disent que ça leur a pourri la vie pendant 20 ans, 30 ans de vie professionnelle et que elles se sont soignées avec des médicaments, avec de l'alcool, parfois avec de la drogue. Donc c'est un sujet qui est tabou et plus on en parlera, plus on aura cherché la ressource, eh bien, moins on évitera, plus on évitera des dégâts aussi hein, en termes de risques psychosociaux. S'il y a des RH dans la salle, bonjour, hein, ça fait partie, ça, le stress sur la prise de parole, ça fait résolument partie de la catégorie voilà, des risques psychosociaux. Oui, c'est très pesant, dit David, ben oui, mais il y a des solutions, on peut travailler, alors on peut se faire accompagner. Alors moi, je recommande le recours à un coach quand on peut, mais je sais très bien aussi que tout le monde ne peut pas se faire financer par l'entreprise ou prendre les conseils d'un coach, mais une fois encore, vous avez beaucoup de choses sur Internet pour vous aider. Sortir de l'isolement, c'est aussi se documenter, c'est voir l'offre d'accompagnement qu'il y a sur le marché, c'est en parler autour de soi. Et puis, sortir de l'isolement, c'est regarder comment font les autres, arrêter de se dire que les autres n'ont pas de problème, que les autres sont bons. C'est avoir aussi une grille professionnelle d'évaluation de la performance. Ça aussi, ça fait partie des outils que j'ai compilés donc, dans la méthode du losange. Donc, c'est d'avoir des possibilités de benchmark, des exercices d'entraînement
Donc c'est vraiment mettre en place, toute une approche, concrète, quelque chose de concret qui va faire que petit à petit, jour après jour, eh bien vous allez, commencer à changer et donc la première chose, c'est, le registre lexical, explicite, concret, factuel. Alors moi, je suis pas botaniste, Corinne, je ne connais rien aux plantes, je ne sais pas ce que vous devez, sniffer, humer, avaler pour vous calmer. En revanche, je sais que quand on parle trop vite, le fait d'être dans un argumentaire très concret et c'est vraiment ma principale recommandation dans ce webinaire, un argumentaire très concret, très factuel, c'est ça qui va vous permettre de vous installer dans le récit et de ce fait, mécaniquement, de faire baisser le débit de la voix. Voilà, c'est sur cette bonne recommandation que je vais vous laisser ici aujourd'hui, puisqu'il est déjà quasiment 13h45. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, évidemment, et je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà. Appliquez ce que je vous ai recommandé, d'être plus concret, d'être plus factuel, et vous allez voir que ça va vraiment changer la donne et vous rendre beaucoup plus impactant, convaincant dans les dimensions d'expression non verbale comme dans les dimensions d'expression verbale. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.